en bonne féministe et en vieille militante, là, pour le coup. C'est vrai qu'on a déployé beaucoup d'énergie, on a déployé beaucoup de temps pour faire évoluer les choses. Et malgré tous ces combats, parfois, on se disait que ça mettait du temps à évoluer. Alors, c'est vrai que MeToo n'est pas une fin en soi, mais je pense que ça nous a permis d'avoir enfin un écho universel, ce qui était quand même incroyable, très attendu. Enfin, pour ma part, j'ai même été surprise par l'ampleur, alors que je pense qu'au fond de nous, on l'attendait toutes, ce déclic ou cette étincelle qui a permis de parler. Alors, on disait souvent, et Sandrine Rousseau, la première, hein, les femmes ont toujours parlé, mais cette parole n'a jamais été ni perçue ni reçue. Et là, je pense que MeToo a été la première étape pour dire non seulement, vous voyez, les femmes, elles parlent et elles parlent à l'unisson, parce que c'est toujours les mêmes processus de domination et de violence, et comment on capte et comment on réceptionne cette parole. Et on en fait quelque chose, un acte politique, mais la politique dans le sens très large. Et ça, pour moi, ça a été important. Après, je pense que cette déclinaison, on va dire, des MeToo est aussi très importante. Parce qu'une fois que les choses se sont déclenchées, je pense qu'il ne suffit pas de le déclencher, il faut qu'elle atterrisse et que les leviers sur lesquels on peut actionner les choses se mettent en place. Et là, c'est de la responsabilité politique de le faire. Et je pense que voilà, chaque MeToo a désormais son importance, et en plus le MeToo politique, qui est là aussi encore un domaine extrêmement et traditionnellement masculin, avec des enjeux de pouvoir et donc des déclinaisons de violence, de domination extrême. Il était important que certaines femmes s'expriment et c'est pourquoi j'ai signé cet appel de MeToo politique, parce que je pense que non seulement il est important de montrer que nous, femmes politiques, on fait corps, on emploie souvent ce terme de sororité, que j'aime beaucoup m'approprier, mais que j'aime surtout appliquer. Et je pense qu'il est vraiment là, pour le coup, une arme qu'il faut qu'on se saisisse. Alors j'emploie ce terme d'arme, ça fait un peu guerrier, mais peut-être que les femmes en politique ont pu apporter d'autres regards, mais aussi d'autres méthodes. Et moi, ma méthode, elle n'est pas belliqueuse. Et ce qui est aussi ma marque, entre guillemets, dans cette municipalité, puisque je vous le rappelle aussi, je suis une maire minoritaire, donc j'ai une équipe municipale plurielle, et donc il me faut composer, et donc il me faut aussi embarquer, voilà, être encore déployer encore plus d'énergie, encore plus de temps, encore plus de diplomatie pour que cette équipe fasse corps. Et c'est vrai que je pense que la manière aussi, moi, dont je veux faire politique, déroute parfois parce qu'elle est peut-être bienveillante et à l'écoute et surtout dans la construction pacifique. Alors, tout en étant exigeante, ambitieuse et exemplaire. C'est pour ça que ce terme de sororité aussi est important pour moi, parce que au-delà, ça veut dire comment on se l'approprie, comment on le met en place, comment on laisse la place aussi aux femmes de l'équipe de pleinement prendre leurs fonctions, prendre leur poste et surtout se réaliser et montrer aussi une autre façon de faire la politique. C'est vrai que nous, chez ELV, on dit souvent on a l'envie de porter un projet de société en faisant de la politique autrement. Je pense que tous les jours, je mets en exemple cette politique autrement, en tout cas dans ma manière d'être, de me représenter, dans ma manière de me comporter, de ma manière de dialoguer avec l'ensemble des habitants du 12e, et aussi la manière de concevoir la politique. Et si, au bout de ce mandat, au moins j'ai laissé une trace sur comment, voilà, en tant que femme, on peut concevoir la politique autrement, et qu'en tant qu'élu local, voilà, je mène une action volontariste et déterminée,
avec une méthode qui est beaucoup plus inclusive. Pour les femmes, mais pas que. Parce que c'est vrai qu'un des grands projets de cette équipe municipale et de la maire dont je suis, c'est de faire une ville à hauteur d'enfant. Et pourquoi une ville à hauteur d'enfant? Parce que je pense qu'il nous faut, encore une fois, changer les regards, changer aussi les mesures, et que si on, je prends le pari que si on conçoit cette ville à hauteur d'enfant, on va permettre à ce que tout le monde, et notamment les plus fragiles, puissent s'y épanouir et trouver voilà, une ville plus apaisée, plus verte, plus solidaire, plus conciliante et plus inclusive. Il y a une volonté dans l'équipe du 12e et la maire que je suis de vraiment actionner tous les leviers possibles pour qu'il y ait plus d'égalité et plus de justice sociale entre toutes les populations et notamment entre les filles et les garçons. Et ça passe par le premier accueil qui est celle de la petite enfance. Donc effectivement, toutes nos crèches, elles sont ce qu'on appelle dans leur espace dégenré. C'est-à-dire qu'il est hors de question de mettre le coin pour les petites filles d'un côté et le coin pour les petits garçons de l'autre. C'est-à-dire faire en fait comme les magazines que nous recevons de jouets pour Noël. Voilà, les pages roses et les pages bleues pour les garçons. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons lutter et sur lequel il faut débuter dès la petite enfance. Donc l'ensemble de nos crèches, déjà dans l'aménagement, encore une fois, il faut qu'elles soient le plus neutres possible pour que les petits enfants, quels qu'ils soient, puissent voilà, jouer à ce dont ils ont envie, plus que parce que nos codes sociaux vont déterminer et après créer les stéréotypes de genre qui en découlent. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'est une première étape, mais ce n'est pas suffisant. On a 2000 ans d'histoire derrière nous. Même nous, en tant que femmes féministes, quand on devient mère, on s'aperçoit qu'on a encore quelques travers. Et que même, soit on s'en rend compte, c'est pas trop mal, soit on s'en rend même pas compte parce qu'on l'a tellement intégré. Et bien évidemment que les professionnels de la petite enfance aussi. Donc c'est comment aussi, voilà, par la formation, on les invite à réinterroger leur propre posture professionnelle. Et c'est vrai qu'avec voilà, des formations spécifiques, il y a des assistantes maternelles qui se rendent compte que quand il y a une petite fille qui arrive, elle va lui dire « Oh, mais qu'est-ce que t'es jolie ma chérie aujourd'hui ?» Alors que quand il y a un petit garçon qui arrive avec son beau t-shirt avec Superman dessus, « Waouh, tu as encore débordé d'énergie ce matin et tu es très fort et tu vas pouvoir surpasser des montagnes. » Et dans cette manière de s'exprimer, déjà, voilà, on catégorise les petits garçons et les petites filles. Donc, ça, c'est des choses qui voilà, sont de l'ordre des propos habituels qu'on peut faire sans s'en rendre compte. Et puis après, c'est effectivement, dans le déroulement de la journée, comment on les accompagne aussi sur des groupes d'enfants plus mixtes, sur des jeux, surtout que les jeux extérieurs peuvent amener après une occupation très centrale des garçons sur les espaces et beaucoup plus latérale pour les petites filles. On retrouve ça après dans nos cours d'école. Et les cours Oasis vont aussi être dans cette optique, c'est-à-dire que quand on décide de faire une cour Oasis, effectivement, c'est pour débitumer, c'est pour permettre de plus de pleine terre, c'est pour permettre de plus de végétalisation, pour refroidir nos cours, mais pas seulement. C'est aussi de prendre conscience du partage des espaces de ces cours avec les enfants des écoles et de voir comment on co-construit avec eux. Là aussi, en termes de méthode, c'est important, c'est plus long, mais on y associe désormais les enfants, les équipes pédagogiques et leurs parents. C'est-à-dire que voilà, c'est comment on propose des alternatives différentes, parce qu'avant c'était assez descendant, et on faisait la ville des hommes par les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait des grands monsieur qui pensaient et qui nous expliquaient comment ça allait fonctionner. Désormais, on va essayer de faire autrement. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'on y associe les personnes qui sont les plus concernées
Et c'est pour ça que cette ville à hauteur d'enfant prend tout son sens aussi. Et c'est comme ça que dans une des écoles où il y avait certes un terrain de foot, les enfants d'eux-mêmes ont dit non, on va faire autrement, on va y consacrer des activités sportives, mais différentes. Voilà. Et c'est eux qui ont dessiné la manière dont ça s'est aménagé. Donc ça aussi c'est important. Comment, voilà, dans nos crèches, dans nos écoles et dans nos rues, on réaménage avec cette envie, encore une fois, de partage et de reconquête de l'espace public et de la présence du végétal qui est primordiale, mais comment aussi on associe les enfants pour proposer des aménagements innovants ou pas, mais qui ont un sens. C'est pourquoi il y a une ludothèque derrière qui fait que c'est devenu un jeu d'enfant. Après, je vous avoue que c'est plus difficile à l'adolescence, mais c'est pas grave, on continue. Parce que nos TEP, c'est pareil, on a envie qu'ils soient beaucoup plus inclusifs pour autant les jeunes filles que les jeunes garçons. C'est quelque chose qui m'a beaucoup animée pendant le dernier mandat et pour lequel j'ai trouvé aussi un sens en politique. Et c'est vrai que c'est important parce que parfois, certains matins, c'est compliqué de se lever. Donc, de se dire que non, on peut faire bouger les lignes et surtout sauver des vies. Et puis de se dire que de toute façon, si on part, il y aura un apparatchik homme qui prendra ma place. Voilà, ça peut aussi aider à se dire qu'il ne faut rien lâcher. Je pense qu'effectivement, encore une fois, on a des leviers en tant que responsable politique. Et c'est notre devoir de les actionner, et en tout cas de les mettre en place. Même si ça ne donne pas les fruits escomptés aussi vite et aussi bien qu'on le voudrait, il faut au moins les enclencher, au moins travailler en partenariat, parce qu'on voit bien que même en tant que maire, on n'a pas tous les moyens pour les développer. C'est pour ça qu'il faut vraiment créer ces partenariats, encore une fois. Quand je suis arrivée en tant qu'élue, dans l'ancienne mandature, j'avais donc l'égalité femmes-hommes et les luttes contre les discriminations. Et il était admis depuis des années que le commissariat du 12e arrondissement était le commissariat à éviter pour déposer plainte, alors qu'il y avait un public potentiel beaucoup plus important que dans d'autres arrondissements, puisque nous avons la présence de la Maison des femmes de Paris, de Femmes solidaires et de la Halte Femmes. Nous avons travaillé en partenariat, parce que nous ne sommes rien sans le partenariat de la justice, de la police et du monde médical. Je pense que c'est vraiment ces trois acteurs qu'il faut absolument embarquer sur ces questions de violence. Et il est vrai que désormais, la formation est obligatoire désormais dans les commissariats. Nous l'avons mis en place, au début c'était compliqué, sachant qu'il y a un turnover en plus dans les commissariats qui est important, à Paris notamment, puisque souvent c'est les sorties d'école et ensuite chacun et chacune part faire sa carrière dans d'autres territoires. Mais l'importance est toujours dans toute question, hein, pour moi il y a un triptyque un peu magique qui est celui de l'information, la sensibilisation et la formation. Et là, effectivement, la formation est l'un des points d'entrée. Et là, effectivement, avec le nouveau commissaire qui est arrivé en même temps que moi en tant que maire, nous avons vraiment axé la formation de l'ensemble des équipes comme un point d'entrée primordial. Ensuite, et déjà sous l'ancienne mandature, il y a eu une mise à disposition par la ville de Paris d'un poste d'une assistante sociale qui est à demeure dans le commissariat. Donc c'est vrai que c'est d'une part un plus pour l'accueil des victimes et d'autre part aussi une aide pour les équipes de police qui peuvent ne pas savoir encore sans formation comment réceptionner encore une fois la parole des victimes. Depuis janvier 2021, une psychologue est venue aussi intégrer l'équipe de la police municipale. Donc là, c'est vraiment un véritable souffle supplémentaire et d'aide pour l'ensemble des équipes. La cellule, là c'est dû aussi à la hausse grandissante des dépôts de plainte et
suite au confinement. Alors certes, les langues se sont déliées, la parole est désormais peut-être plus grande et donc on peut interpréter ces augmentations. C'est quand même plus 15% à Paris, plus 42% dans le 12e. Donc on peut dire que voilà, c'est tout un climat qui permet désormais aux femmes de parler et d'aller porter plainte. C'est aussi peut-être ces dispositifs qui mettent davantage en confiance les femmes et qu'elles osent ouvrir la porte du commissariat, qui fait que les dépôts de plainte sont plus nombreux. Et quand je disais ensuite la cellule des traitements de violences intrafamiliales est passée aussi de 4 policiers et policières à 8. Donc ça aussi, c'est une réponse en termes de moyens d'écoute, d'aide aux femmes victimes et aux enfants, puisqu'on le sait malheureusement que quand il y a une femme victime et une présence des enfants, les enfants sont également concernés par ces violences. Nous avons aussi eu la chance d'expérimenter avec le préfet de police et l'hôpital Saint-Antoine un dépôt de plainte hors les murs. C'est-à-dire qu'une équipe du commissariat du 12e est dédiée pour se déplacer directement dans l'enceinte de l'hôpital pour venir recueillir la parole des victimes. Donc ça, c'est un travail avec les médecins des urgences de Saint-Antoine, mais aussi l'assistante sociale et l'ensemble des équipes médicales de Saint-Antoine. Et comme ça a eu un certain succès, on sait que désormais ce dispositif qui était expérimental dans le 12e, désormais se développe dans d'autres hôpitaux parisiens et franciliens, donc on s'en réjouit. C'est vrai que voilà, il faut se saisir peut-être d'un mouvement, le mouvement MeToo, mais aussi des prises de conscience, mais aussi du travail énorme. J'ai peut-être pas assez rendu hommage à toutes les associations qui œuvrent dans ce domaine et qui font un travail acharné depuis tant d'années et qui aussi permettent de mettre des chiffres comme ce macabre décompte des féminicides, mais qui, au-delà de la prise de conscience, aussi développer des dispositifs. Je n'ai pas parlé du téléphone grave danger qui a aussi été précurseur avec le procureur Molins à l'époque, qui a été aussi d'une grande aide sur ces questions. Il faut lui rendre hommage également. Et puis vraiment de la mise en protection de ces femmes sur l'ordonnance de protection qu'il faut absolument faire appliquer. Comme tout à l'heure je disais, il y a aussi un triptyque, c'est le médical, la police et la justice. Il faut que ça soit vraiment un partenariat avec nous, collectivités bien évidemment, mais un partenariat qui fasse sens et qui ait vraiment des implications opérationnelles pour la protection des femmes et des enfants.